Bonjour et bienvenue dans le talk de Jolo Sport. Vous voyez ce sourire-là? Oui, oui. Vous nous avez manqué, on espère qu'on vous a manqué aussi. Ici, vous le savez déjà, le sport africain s'exprime à voix haute. J'ai un plaisir particulier de conduire cet échange aujourd'hui parce que je reçois un aîné, un bon vieux père, une inspiration même, je dirais. Si je devais le décrire en un mot, je dirais que le monde ne change pas quand les gens le comprennent, il change quand quelqu'un ose. Entrepreneur culturel chevronné, passé par Universal Music Africa sur des postes de direction du live et de direction commerciale, fondateur du CIMA, le Salon des industries musicales d'Afrique francophone, Mambi Diomandé est le prototype de l'homme qui ose, suivant de manière déterminée la voie intérieure. Avec lui aujourd'hui, nous allons revenir sur son parcours, son engagement envers le développement de la musique et de la culture de manière générale sur le continent, mais aussi des synergies et des ponts entre musique et sport en Afrique. Bienvenue mesdames et messieurs dans le talk de Jolo Sport. Bienvenue Mambi. Première question, et il est de coutume de commencer comme ça ici. Comment est-ce que tu vas? Je vais très bien, même si tu essaies de me vieillir un peu, mais je vais très très bien. Bah, tant mieux. Alors, ton actualité est quand même chaude parce que le CIMA, justement, dont je parlais il y a peu, s'est achevé il y a pas longtemps. Qu'est-ce que tu gardes, toi, de cette édition-là qui s'est passée à Cotonou, au Bénin? Déjà, il faut rappeler que le CIMA, c'est le Salon des industries musicales d'Afrique francophone. Je garde que des bons souvenirs de ce salon au niveau de Cotonou, tant que le public a répondu présent et que le Bénin est également une plateforme aujourd'hui qui met la culture en ligne de mire dans son plan national de développement. Quand tu finis une édition comme ça, je pense que bon, vous commencez déjà à faire un peu un bilan de ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné, mais moi, je veux aller un peu au-delà. Est-ce que tu sens que les raisons pour lesquelles tu t'es engagé dans ce chemin-là, donc celui de fonder le CIMA, de développer, de le mettre en place, est-ce que tu sens que les objectifs se rapprochent? Est-ce qu'il y a des choses concrètes qui arrivent quand on finit un salon comme ça? Par exemple, sur cette édition, c'était quoi les objectifs que vous visiez et concrètement, qu'est-ce que vous avez réussi à mettre en place ou à Alors, concrétiser? effectivement, c'est une très très bonne question dans la mesure où je pense qu'après 15 ans quand même, à peu près dans ce domaine-là, si on n'avait pas un minimum d'objectifs ou si on n'apercevait pas un minimum la lumière, je pense qu'il y a longtemps on se serait retiré et qu'on on serait peut-être reparti sur ce qu'on a appris à l'école. Donc c'est sûr on a un certain nombre d'objectifs qui sont atteints, on a une certaine évolution de l'industrie culturelle et créative de façon générale, mais de façon un peu plus particulière sur la musique. On voit une certaine évolution, on voit l'émulation aujourd'hui et la diversification des revenus que les artistes peuvent avoir, que ce soit sur la Côte d'Ivoire, sur le Bénin ou sur d'autres pays d'Afrique. Donc, on est assez satisfait. Les objectifs de cette deuxième édition au Bénin, c'était justement de pouvoir instaurer un cadre de dialogue, de sorte à pouvoir changer de paradigme et de passer du potentiel aux preuves. Et il va sans dire que passer du potentiel aux preuves passe nécessairement par, comme je te disais, un dialogue entre les bailleurs au niveau des industries culturelles et créatives, mais également avec les créatifs et les acteurs de ces industries culturelles et créatives, de ces industries musicales-là. On a eu la chance, sinon on a réussi la prouesse d'avoir un taux de remplissage à plus de 60% d'artistes. L'indicateur que ça représente, ça veut dire que sur le Bénin, en tout cas, on a des artistes qui sont conscients que faire le business est important. Il ne faut pas forcément se focus que sur de la créativité ou sur de la création. Et on a réussi à avoir des gros bailleurs comme la fondation BOAD, la BOAD, comme la fondation Mastercard, comme Afrexim Bank, qui est l'un des gros bailleurs dans le domaine des industries culturelles et créatives. Donc je pense que c'est une prouesse. Et c'est un signal aussi que ces industries culturelles et créatives et l'industrie musicale en particulier, plus que jamais comptent. Tu parlais justement des artistes. Je me rappelle avoir suivi un peu grâce à toi, évidemment, l'actualité autour des premières éditions où il se disait que les artistes, ils assistaient pas de manière générale. Il y a des artistes ivoiriens qui se sont déplacés au Bénin. Est-ce que c'est pas ça, finalement, ta plus grande satisfaction aujourd'hui? Alors, moi, mon parti pris en tant en tant que fondateur de ce salon-là, mon parti pris, c'est de dire que moi, je ne cherche pas forcément les artistes et je ne cherche pas nécessairement que ma salle soit remplie d'artistes. C'est paradoxal pour certaines personnes, mais je pense qu'un artiste, si il se focus sur sa créativité et pas forcément sur le business, ce n'est pas grave.
il a un entourage, il a un ensemble de personnes qui travaillent autour de Qui, lui, eux, doivent comprendre. qui eux doivent comprendre les logiques business de nos territoires, les logiques business de l'industrie dans laquelle ils évoluent. Donc moi, mon parti pris en tout cas, c'est de dire que si moi, un artiste ne vient pas à mon salon, c'est pas grave. Mais si un manager, un producteur, un C'est éditeur, plus eux ta cible au voilà, ne final. viennent pas au salon, là, il y a un problème. On te connaît en tant qu'entrepreneur culturel, entre autres choses, mais ton parcours au départ, il n'a pas du tout commencé par ça. Tu es passé par l'INHP. Est-ce que tu peux revenir de manière un peu précise et concise sur Je ton suis passé parcours? par l'INPHB, pas L'INPHB, j'ai l'INHP. toujours du mal avec le nom de cette école, mais elle est élitiste. Oui, exactement. Voilà. C'est pour ça que je préfère redorer le prestige de mon école. Est-ce que tu peux revenir justement sur ton parcours là-bas et comment on passe de ça, et quand je dis ça, il n'y a rien de péjoratif là-dedans, à ça, il n'y a toujours rien de péjoratif là-dedans. Alors, il faut savoir que le fil conducteur de ma vie et de mes actions sont la passion. La passion et la foi en ce que je fais. Je suis rentré à l'INPHB. Pour te dire la petite histoire, c'est que je suis pris dans tous mes choix que je fais pour entrer à l'INPHB, sauf ce que pour commencer. Donc, j'avais pour désir de rentrer dans une filière commerciale ça s'appelait la prépa com. Et malheureusement, je suis pris dans tous mes choix, sauf la prépa com. Donc, je rentre en maths sup, en maths physique et sciences de l'ingénieur. Donc, je fais une prépa MPSI. Ensuite, je fais une prépa MP. Et le principe de la prépa à l'INPHB, c'est que une fois la prépa faite, il y a un concours pour lequel on prend 200 personnes sur environ 2000 étudiants qu'on est. Donc, je passe le concours et je suis pris dans mon troisième choix. Dans mon troisième choix, ça veut dire que, en fait, on a tous droit à 12 choix, si je me trompe pas. On a tous droit à 12 choix. Et en fait, si tu es pris dans ton troisième choix, c'est-à-dire quand même que tu as plus ou moins bien travaillé, puisque la filière dans laquelle je suis pris, c'est une filière qui est assez prisée par tous les autres étudiants. Donc, je suis pris en ingénierie en génie électrique. Donc, je fais l'ingénierie en génie électrique avec une spécialisation comme ingénieur de conception en électrotechnique. J'ai tout compris. Donc, je ressors de là diplômé. Il faut dire que, alors c'est pas pour me jeter des fleurs, mais je pense que j'ai eu la chance quand même d'avoir un parcours sans redoubler et d'avoir un parcours surtout universitaire aussi sans reprendre de classe. Donc, je sors de l'école en 2013, ouais, 2012 ou 2013 là. Ça remonte quand même. Ça remonte. Du coup, c'est plus moi qui te vieillis Ouais, maintenant. donc je remonte en 2012, 2013. Et puis, je travaille 2 ans, deux ou trois années dans le domaine de l'électrotechnique, tout en gardant cette fibre qui est toujours attirée par l'événementiel, par la musique, puisque en fait, j'organisais des soirées depuis ma deuxième ou ma première année de cycle ingénieur. Pendant les vacances, j'organisais des soirées que j'appelais Zouglou Vacances. Et donc, je pense que j'ai eu la malchance sur la deuxième année de rentrer dans une entreprise qui était une super grosse entreprise mondiale, mais sur laquelle, en fait, le portefeuille qui m'était confié était un portefeuille qui se déployait difficilement pour plusieurs raisons. Et donc, je pense que c'est ça qui crée une sorte d'étincelle. Voyons aussi également le potentiel des soirées que je faisais. Voyons que il y avait matière en tout cas à le professionnaliser et éventuellement gagner un peu plus, ou sinon bâtir un modèle de vie sur ces soirées que j'organisais. Et puis c'est comme ça que je pense qu'en 2015, en début d'année 2015, je crée Team Event et puis je me lance dans la production de concerts en me disant que je veux passer de la taille d'organisation de soirées à celle d'organisation de spectacles. Et donc, je fais un premier concert, le concert de MHD. Ouais. Je pense que c'est également un coup de chance. Je pense moi, je crois pas au hasard. Je pense juste qu'on s'est croisés au bon moment. Lui et moi, dans nos phases respectives de développement de carrière. Et après MHD, c'est au moment où il est au top de sa carrière. Donc, il y a aussi un bon rapport qualité-prix qu'on arrive à avoir sur son cachet.
Et puis après, l'histoire, on la connaît tous, hein. Le reste appartient à l'histoire. Ouais, voilà. C'est quoi le plus dur quand... parce que là, j'entends que tu avais cette passion-là, mais tu étais déjà dans cette logique business-là. Mm, C'est pas aussi logique aujourd'hui que tu essaies d'inculquer ça aux mm. jeunes artistes qui rentrent dans cette industrie. Mais c'est quoi le plus dur fondamentalement qu'on ait une passion comme ça, qui, je dirais pas qu'on pense un peu en dehors de la case, parce que ça veut tout et rien dire, mais quand on a une passion comme ça et qu'on décide de s'y consacrer, c'est quoi le plus difficile fondamentalement? Le plus difficile, c'est de réussir à prouver au commun des mortels que c'est un métier noble, que c'est un métier noble, que c'est un métier viable, et que c'est un métier qui peut permettre en fait de pouvoir se projeter dans le temps. C'est un métier qui permet d'être autant qu'un banquier, qu'un médecin, qu'un industriel, pouvoir, en tout cas pouvoir construire une vie où on a absolument rien à envier à quiconque. D'autant plus que c'est un métier qui est inconnu, c'est une industrie qui est inconnue, c'est une industrie qui a très peu de data. Donc en fait, personne ne la connaît. Mais moi, je prends souvent cet exemple et je disais quand je travaillais chez Universal, j'ai dit, mais est-ce que vous savez que le PDG d'Universal Music Africa, Lucien Grange, il est payé à plus de 500 millions par année de dollars. Et que, en fait, Lucien Grange, il n'a rien à envier au PDG de Orange Monde, il n'a rien à envier au PDG de Alstom ou ce genre de choses. Donc, fondamentalement, il suffit pour peu que ce soit structuré comme tout type de business et qu'on puisse en vivre et en vivre décemment. Donc, je pense que dans ce genre de cas, allez, on va pas se mentir, le plus dur, c'est d'abord la famille. C'est d'abord de convaincre la famille, que ta famille puisse avoir donné son approbation quand on sait que tu as fait un parcours qui, somme toute, j'ai dit, sans tâche. Tu sens ingénieur de conception en génie électrique, en spécialité en électrotechnique. Je commence à parler de musique, on te prend un peu pour un fou. Ouais, tu parles de musique, les parents ils comprennent pas, la famille comprend pas trop. Pourquoi est-ce que tu rentres dans la musique? D'autant plus qu'avec la caricature qu'on a du showbiz. Et moi, justement, quand on me dit que tu es du showbiz, je déteste. Moi, je dis non, je suis pas du showbiz. Moi, je suis du côté biz, si vous voulez. Mais du côté show, je suis pas du côté show. Parce que, je veux dire, à chaque fois qu'on dit que tu es dans le showbiz, c'est très caricaturé. C'est limite, on est en train de dire que, voilà, c'est péjoratif. C'est limite, on est en train de dire que, bon, est-ce que vous, là, même, vous faites quelque chose de vos vies? Donc, je pense que c'est ça la plus grande difficulté. Parce que, je pense que dans la vie quand on est et qu'on a la baraka de ses parents, c'est plus évident et c'est plus rassurant quand on rentre dans certains domaines plutôt que bon, les parents ils comprennent pas trop et puis bon, ils sont un peu fâchés, Bien sûr. Ils savent pas à quoi tu joues. Bien sûr. Justement, en parlant d'industrie en plein développement, je crois savoir que tu as un rapport particulier avec le foot, parce que un peu plus tôt dans le parcours, il y a eu quelques petites velléités. Ouais, moi je voulais être footeux. Ok, Je d'accord. voulais jouer au foot. Et donc, et j'étais plutôt pas mal. oui, je confirme. J'étais plutôt pas mal. Je confirme. Mais est-ce que ton lien avec le sport, justement, ça vient pas un peu de tout ça? Tu sais, ton lien avec toutes ces industries, je dirais pas un peu à côté, mais qu'on doit un peu structurer, parce que je pense que le sport en Afrique connaît à bien des égards les mêmes réalités que les ICC. Est-ce que ça vient pas un peu de là au final? Est-ce que c'est pas en toi au final? Non, c'est forcément moi. C'est forcément moi parce que ça reste une passion. Alors, c'est vrai que, alors quand on parle de foot, c'est sûr que j'ai voulu jouer au foot. Mais moi, je suis toujours attiré par les niches. Moi, j'aime bien les niches. Je trouve que les niches, parce que je suis un homme d'impact, je trouve que les niches ont plus de valeur quand on arrive À les développer. à les développer. Donc, je suis particulièrement attiré par les niches. Et je pense qu'au-delà de ça, ça facilite aussi les choses que de savoir que le foot, ça a été ta passion, ou la musique, c'est ta passion. Ça facilite les choses. Ça permet de se réveiller chaque jour, même à 6 heures. Ça permet d'avoir des nuits courtes parce qu'en fait, tu es animé par la passion. Quand tu n'es pas animé par la passion et que si tu es animé par la recherche du salaire, tu trouves toujours des choses qui sont négatives dans ce que tu fais pour pouvoir exceller. Il y a 2 ans, non, 2025, il y a 2 ans, non, il y a 1 an, l'année passée, oui, il y a 1 an, on a connu une très belle compétition ici en Côte d'Ivoire et tu as été un acteur assez important de la réussite de cette compétition parce que tu as été dans la commission culture et promotion touristique du COCAN. C'est ça. D'abord, ça consistait en quoi exactement cette commission? Alors, c'est une commission
qui avait en charge, comme le nom l'indique, de gérer tout ce qui est aspect au niveau de la culture. Donc l'animation des stades, la cérémonie d'ouverture et la cérémonie de clôture, l'accueil des... Je me permets de te couper parce que je pense que je vais oublier. On est dans l'actu. T'as pensé quoi de cette cérémonie d'ouverture de la CAN au Maroc? En comparaison, malheureusement, je suis obligé de te poser la question, à la cérémonie d'ouverture de la Côte d'Ivoire. Non, moi je pense qu'il ne faut pas comparer. Je pense qu'il ne faut pas comparer. Ils ont eu une très belle cérémonie. Je pense après, alors, apprécier une cérémonie d'ouverture ou une cérémonie de clôture, c'est comme apprécier la beauté. Ça dépend de l'œil qui la regarde. Moi, en tout cas, je trouve qu'ils ont eu une belle cérémonie d'ouverture. Je pense que la nôtre aussi était belle, feutrée à sa manière. Je pense qu'on s'est bien battu, en tout cas, pour mettre un certain niveau au niveau de l'organisation, même de la CAN de façon générale. Je pense qu'ils ont eu une très belle cérémonie. Du coup, oui, la commission. Ouais. Donc, en fait, on avait pour rôle, justement, d'animer les stades, de participer enfin, la gestion de la cérémonie d'ouverture et de la cérémonie de clôture, l'accueil des invités de façon culturelle au niveau des aéroports, mettre en place des circuits touristiques et promouvoir la Côte d'Ivoire avec grand C et grand I, de façon générale à travers toutes ces régions, gérer l'hymne de la compétition, gérer la mascotte de la compétition avec en parfaite synergie avec la commission marketing, et surtout s'assurer de la gestion du line-up artistique au niveau des différentes fan zones. Donc vous êtes pour beaucoup dans le chiffre qu'on entend sur les retombées touristiques de la CAN sur l'économie ivoirienne? Ouais, forcément. On y est pour beaucoup, même s'il faut pas se leurrer. La Côte d'Ivoire est déjà un pays attractif avec ou sans la CAN. Donc je pense qu'il y a un travail qui au préalable était déjà mâché. La CAN était comme on dirait un bon prétexte. On a mis en place un certain nombre de skills ou d'atouts de la Côte d'Ivoire pour que justement ceux qui viennent puissent en bénéficier, en profiter. On a eu la chance aussi d'avoir des stades qui étaient aux 5 points cardinaux quasiment. Ça, c'était bien pensé pour le coup. De la Côte d'Ivoire, ce qui entraînait aussi un tourisme assez dense. Donc, mais il faut pas qu'on vienne tout s'approprier, parce que la Côte d'Ivoire a déjà ses lettres de noblesse en termes de tourisme et d'attractivité. Quel a été votre plus grand défi avant, pendant? Après, je sais pas, mais avant et pendant. Alors pour moi, le plus grand défi, c'est de pouvoir tenir le budget qu'on s'est fixé. Le fameux budget avec le PM qui fait le truc, on ferme le budget. Je pense, et comme dans toute chose, c'est très souvent comme ça. Dès qu'il y a des restrictions budgétaires, on regarde c'est marketing, culture en coupe. Alors que finalement, on est tous fiers de dire coup du marteau, on est tous fiers de voir comment coup du marteau a traversé les frontières, on est tous fiers de notre mascotte à Kouaba, on est tous fiers de notre hymne. Donc bon, je pense que on devrait se poser, si on prend un peu de recul, on devrait se poser des questions. Je pense que ça, en tout cas, ça a été pour moi je pense que ça a été le plus grand défi que de convaincre, de dire que voilà, il faut conserver le budget, il faut laisser à la culture sa place, parce que finalement, une fois qu'on vient pour les matchs de foot, quand on finit de regarder les matchs de foot, c'est qu'une question de culture et de tourisme qu'on retient. Donc je pense que pour moi, ça a été le plus grand défi avant. Le plus grand défi pendant, c'est de pouvoir faire une cérémonie d'ouverture comme on l'a faite et de réussir à faire une cérémonie de clôture qui était pour moi à la hauteur quand même de la cérémonie d'ouverture. Alors que très souvent, on sait que on est sur une pente descendante et donc on arrive à la fin de la compétition, tout le monde est un peu fatigué, plus personne ne prête attention, mais on a fait quand même une belle cérémonie de clôture qui a mis en avant des artistes ivoiriens. Je pense que ça, c'était un grand défi que de le réaliser, et c'est parce qu'on a eu la chance d'avoir une ministre comme on l'a, qui soutenait ce type d'action, qui était particulièrement impliquée jusqu'au choix des artistes pour la cérémonie de clôture, et que finalement, je pense qu'après la cérémonie d'ouverture aussi, tout le monde a été convaincu que la culture, l'entertainment avait sa place en fait dans le dispositif. Tu as dit que vous aviez à la commission en charge, en tout cas une responsabilité en ce qui concerne l'hymne. Est-ce que ça veut dire que vous aviez un droit de regard sur la proposition artistique?
Oui, on avait un droit de regard sur tout. En fait, tout ce qui concerne l'artistique, la culture et le tourisme, et franchement, le président du COCAN et même le Premier ministre, que ce soit Monsieur Patrick Hachi ou Monsieur Begré Mambé, ils nous ont laissé les coudées franches, en fait, sur toutes ces gestions. Et donc, c'est d'un commun accord avec Universal à l'époque qu'on a monté l'hymne, qu'on a fait le choix artistique. Et il faut savoir que c'est une première parce qu'on a eu un album de la CAN. Oui, Donc, on n'a pas eu que l'hymne de la bien compétition, on sûr. a eu tout un album avec, avec près de 16 artistes qui ont participé à l'album. Et 16 artistes qui venaient non seulement de la Côte d'Ivoire, mais il y avait une représentation en fait de toute De l'Afrique tous les sur continents, bien l'album, sûr. que Le ce soit le Nigeria. Maghreb, que ce soit le Maroc. Nigeria, que ce soit l'Afrique du Sud, que ce soit l'Afrique centrale, et la Côte d'Ivoire même, n'en parlons pas. Donc je pense que ça aussi, c'est important de le souligner. Justement, tu parles de l'album. C'est quoi les critères de sélection quand on est sur un événement avec un tel enjeu? Quels sont les critères de sélection pour les artistes? Parce que souvent, on entend les gens dire, je me fais un peu l'avocat du diable, ouais, mais en fait, c'est toujours Magic System, ils sont toujours là, etc. Ou c'est toujours tel artiste. Il y a toujours ces petites polémiques-là. Bon, ça alimente le débat, ça vaut ce que ça vaut, mais concrètement, vous, de l'intérieur, sur un événement comme ça, un gros événement sportif, la CAN, on sait ce que ça a représenté. C'est quoi les critères de sélection des artistes? Les critères sont assez faciles hein. Sur un hymne comme ça. C'est facile. Pour moi, c'était. Enfin, peut-être que pour moi, c'est facile, mais pour d'autres personnes, c'est pas aussi évident. Euh, Aujourd'hui, quand on prend le genre musical de la Côte d'Ivoire, c'est soit le coupé décalé, soit le zouk. C'est pas le reggae, Non, on n'y déjà. est pas encore. Donc, si c'est pas le reggae, ça élimine Alpha Blondy et Tikenja. Du coup, coupé décalé reste qui a une représentation dedans et en dehors. C'est ça la logique que vous suivez? Non, moi-même, laissons la logique qu'on a suivie. Parlons même de la logique La logique tout court. tout court. Ok. Il reste le coupé décalé. Le coupé décalé, DJ Arafat est mort. Paix à son âme. Qui il y a qui fait l'unanimité dedans et dehors pour pouvoir participer à l'hymne de la compétition? Je pense que il n'y a pas. Le coupé décalé est out. Il reste le Zouglou. Qui dans le Zouglou fait l'unanimité dedans et dehors? Magic System. Donc merci. Donc on choisit Magic System. Après, l'objectif de l'hymne, c'était de rassembler. Donc, Mohamed Ramadan, on va le chercher en Égypte parce que sur tout le Maghreb, c'est un artiste qui est connu. Et on avait une volonté d'inclusion. Donc, on va chercher une femme au niveau du Nigeria pour non seulement parler anglais, donc avoir l'anglophonie, avoir toutes les personnes qui parlent, en fait, tous les pays qui parlent anglais qui se retrouvent dans une chanson. Et puis surtout, avoir une femme qui porte. Donc, le choix, pour moi, il était totalement évident. C'était soit Yemi Alade, soit Tiwa Savage. Pour nous, Yemi Alade, en termes d'après les retours qu'on a sur le comportement, sur la personnalité, sur l'implication, et de toute façon, elle nous l'a bien prouvé, c'est une artiste qui est entière, c'est une artiste qui est impliquée. Donc, on va systématiquement vers Yemi Alade. Maintenant, pour ne pas omettre le coupé décalé, pour ne pas omettre le rap ivoire, pour ne pas omettre le reggae, on fait un album. Et sur l'album, n'eût été, si je me trompe pas, n'eût été le doyen Alpha Blondy, et donc le reggae, tous les autres genres musicaux ont été représentés sur l'album. Tous les autres genres musicaux ont été représentés sur l'album. On a même eu un son à ma piano sur l'album. Donc c'est dire que en fait, les Ivoiriens peuvent se plaindre. Et même on entend la polémique souvent de dire ah ouais non mais coup du marteau a dépassé même l'hymne, c'est coup du marteau qu'on aurait pris. Moi je dis aux Ivoiriens que en fait je profite de ton micro pour dire aux Ivoiriens qu'ils sont pas lucides parce que n'importe qui à qui on aurait fait écouter coup du marteau et en prétextant que c'est l'hymne, nous aurait craché au visage. C'était pas le contexte de l'hymne. Donc il faut sortir de ce genre de réflexion et là une fois que je finis de t'expliquer tout ça, tu vois bien qu'en fait, il y a une certaine logique dans les choix des artistes et il y a même une certaine logique dans le choix des artistes pour l'hymne. Voilà, c'est aussi simple. C'était quoi ton... Ouais, je te mets dans une position un peu inconfortable. C'était quoi la chanson préférée de l'hymne? Et sachant que l'hymne a été composé par un Congolais.
d'origine française. Ok. Enfin, pas un Français d'origine congolaise, Dani Sente. Ok. Donc, Oui. ça te dit à quel point, dans la recherche de la composition de l'hymne, on a pris en considération tous les paramètres permettant de réunir l'Afrique. C'était quoi ta chanson préférée de cette EP? Oula. Moi, je pense que José était sur l'EP. Ouais. Pour moi, perso, c'est José. Moi, je crois aussi que c'est le même morceau. Si c'est pas ce morceau-là, mais je crois que c'est ça. C'était José, Roselyne Layo et Didi B. Je crois que c'est ce morceau-là qui m'a beaucoup plu. Mais sinon, moi, j'aime bien l'hymne. Non, l'hymne est bien, mais en dehors en de l'hymne. dehors de l'hymne. Moi, j'ai bien aimé la piano. Hein. Mais José, en fait, j'ai aimé parce que déjà, les paroles sont très fortes. Ouais. Et je pense d'ailleurs que cette chanson, j'en profite, elle peut servir encore à un truc pour l'équipe nationale. Je le sens dans l'animation avant les matchs. Ouais. Je pense qu'au stade, des fois, je ferme les yeux, je vois 40 000 personnes en train de reprendre ça, juste 30 secondes, une partie précise. Et les paroles de cette chanson, elles sont... Ouais, mais d'ailleurs, c'est le deuxième titre le plus écouté. Ouais, elles sont très fortes. Elles sont très fortes, les paroles de la chanson. Est-ce que, de ton point de vue, parce que bon, malheureusement, on va faire des comparaisons. Moi, j'aime pas trop ça. Je suis comme toi. Je pense que chacun doit écrire son histoire et au final, ça vaut ce que ça vaut. Mais est-ce que, selon toi, c'est pas justement ce côté culturel, ce côté ambiance, ce côté, comme tu dis, inclusion, cette recherche-là en amont qui a fait passer justement l'édition ivoirienne dans une autre dimension, au-delà de l'aspect sportif, du scénario, évidemment, qui a rajouté quelque chose, mais de ton prisme à toi? Non, mais c'est un tout. Tu peux pas omettre. Tu peux pas omettre le scénario sportif. Oui, le scénario, il ajoute quelque chose. C'est un tout. Et puis, il faut pas qu'on se mente. Les Ivoiriens, on est numéro 1 en termes, franchement, en termes de chaleur et d'hospitalité au niveau de l'Afrique occidentale. On est numéro 1 en termes de show, puisque quand on vient en Côte d'Ivoire, on sait que même on vient pour justement la fête. Et la CAN, c'est une fête. Donc, je pense que, pour moi, en tout cas, je pense que y a beaucoup d'ingrédients qui jouent en la faveur qui ont joué à la faveur de la Côte d'Ivoire et qui a permis à cette CAN-là d'être la CAN qu'on a vécue. Et puis, comme je te disais, avoir les stades où les matchs se jouaient aux 5 points cardinaux, il y avait une sorte de rivalité saine entre chacune des régions, de montrer qu'en fait, on remplit les stades, on est accueillant, il y a l'esprit de fête. Ça a été incroyable. Donc, en tout cas, moi, de mon point de vue, je pense que les étoiles étaient alignées entre l'histoire sportive, le comportement même des Ivoiriens, le fait aussi que les Ivoiriens sont forts dans l'autodérision. Donc, je pense que tout ça, pour moi, tout ça a contribué. Tout ça a contribué à avoir une très, très belle fête. Tu t'engages depuis longtemps, tu as dit 15 ans. Ouais. Depuis 15 ans pour le développement de la musique des ICC ici en Afrique. J'essaie à mon humble niveau de contribuer, en tout cas, pour ce qui est de ma passion à moi, qui est le sport. Donc, j'aimerais qu'on puisse parler un peu des synergies entre ces deux industries-là qui se ressemblent à bien des niveaux. Quelles sont les similitudes, d'ailleurs, que toi, tu vois au départ entre les deux industries, au-delà, justement, des difficultés qu'elles partagent? Il y en a beaucoup. Hein. Moi, je sais pas par où commencer. Alors, quand tu prends le sport, il y a de la créativité dans le sport. Il y a de la créativité dans le sport. Il y a du collectif autant dans le sport que dans la musique parce que tu as besoin du beatmaker qui doit te faire une bonne musique, tu as besoin de choristes, tu as besoin d'instruments, etc. Tu as besoin du public. Pareil pour le sport, tu as besoin du public pour partager. Et pour moi, ça, c'est le point synergique le plus fort, c'est que le sport, comme la musique, partage de l'émotion au public qui l'écoute ou au public qui regarde. Tu vois, pour moi, c'est beaucoup de synergie qu'il y a dans ces deux industries-là et qui font que finalement, on dit toujours que la musique et le sport sont étroitement liés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu vois l'ambiance dans les vestiaires. Une ambiance dans les vestiaires ne peut pas se faire sans musique. Bien sûr. Et tu vois aujourd'hui comment certaines chansons, grâce à un sportif ou grâce au sport, restent dans l'air du temps. Bien sûr. 10 ans, 15 ans, 20 ans. Et je parle par exemple de Champions League, de MHD. Ouais. Coupé, décalé, la danse de Drogba. Je parle de
de ce morceau-là, enfin, de cette vidéo qui ressort de Samuel Eto'o qui est en train de danser sur des atalakou. Je parle de Magic in the Air, de Magic System, qui a été joué dans les plus grandes têtes. Franchement, pour moi, la musique et le foot en particulier sont étroitement liés, mais quand on prend aux États-Unis également, quand tu prends Not Like Us de Kendrick Lamar et que tu vois à son concert tous les basketteurs qui viennent, tu vois la hype que ça crée aussi autour de ce truc. Tu vois qu'au niveau des matchs de basket sur le court, tu as toujours des rappeurs qui sont au premier rang, tu as toujours des chanteurs qui sont au premier rang. Tu as toujours des acteurs de cinéma qui sont dans les tribunes, etc. C'est pareil quand tu prends le tennis, Roland Garros, ça se joint également à tout ce qui est mode, tout ce qui est cinéma, tout ce qui est musique, et même le sport communique avec le sport, le tennis et le foot. Bien sûr. On l'a vu, le dernier Roland Garros, Oui. les footballeurs du Paris Saint-Germain présenter la Ligue des Champions. présenter la Ligue des Champions. Donc vraiment, pour moi, les synergies sont un peu trop évidentes. Le storytelling joue beaucoup dans ces deux industries-là, le sport et la musique. Est-ce que tu trouves qu'en Afrique, on raconte assez bien nos talents? Non, on raconte pas assez bien nos talents. On raconte pas assez bien nos talents, c'est une problématique qu'on a, mais est-ce qu'on sait raconter? Qu'est-ce que tu entends par on sait raconter? Est-ce qu'on comprend que le storytelling a toute sa place en fait dans ce qu'on dit et dans ce qu'on fait? Est-ce qu'on nous a appris ça? Parce qu'après, on risque de rentrer dans des problèmes de fond, de finalement se dire qu'est-ce qu'on nous apprend? Ouais, est-ce que le modèle qu'on nous apprend, le modèle éducatif, comme tu dis là, est-ce que c'est un modèle finalement qui correspond à la vie telle qu'elle se présente aujourd'hui? Donc après, c'est des questions qu'il faut se poser, mais de toute évidence, le storytelling, on a souvent honte de notre histoire. On n'assume pas assez notre histoire parce qu'en fait, on se dit que notre histoire, contrairement à l'empathie que ça peut créer, on se dit que notre histoire nous rabaisse. Alors qu'en fait, un homme n'existe que par son histoire. Donc je pense que le storytelling, en tout cas de mon point de vue, il est très très sous-exploité et souvent même pas exploité au niveau de l'Afrique en fait. Ici en Côte d'Ivoire, on a les exemples récents, Didi P qui remplit un stade, etc. Les compétitions sportives ne drainent pas de monde, pour le dire ainsi. Local, je veux dire, d'un point de vue local. Je veux dire le championnat ivoirien de foot, le championnat ivoirien de basket. Pourquoi, selon toi, les structures sportives n'utilisent pas davantage la notoriété des artistes pour créer plus d'engouement avec des partenariats? Est-ce que c'est des questions uniquement budgétaires? Est-ce que c'est les artistes qui sont pas intéressés? Ou il y a des propositions, il y a des discussions, mais ça va pas jusqu'au bout? Qu'est-ce qui se passe exactement à ce niveau-là? Est-ce que les structures habilitées à le faire comprennent que le sport aujourd'hui, c'est pas simplement venir jouer au foot ou venir jouer au basket? Est-ce que les structures comprennent que le sport, c'est de l'entertainment, c'est vraiment du divertissement et que tout compte en fait dans ce qu'on est en train de mettre en place? Je pense qu'il faudrait commencer par là pour ensuite construire des offres de marketing ou pour la recherche de sponsors qui sont des offres qui sont disruptives. Donc, qui viennent changer en fait de ce qu'on a l'habitude de voir. Oui, je vais mettre ton logo sur mon maillot. Et je vais mettre le logo sur tout le cours du terrain parce que tu es mon sponsor. Non. Moi, je veux que tu sois mon sponsor, mais bon, en plus d'être mon sponsor, au lieu de mettre ton logo, voilà ce que moi je te propose. À chaque fois que mon équipe gagne, on fait un after. Ah, tu parles d'activation de partenariat plutôt de partenariat, justement. Je pense que la fédération, les différentes fédérations sur chaque industrie sportive devrait se dire en fait comment est-ce que j'arrive à drainer du monde. Est-ce qu'aujourd'hui je ne m'associe pas avec des agences événementielles? Je fais un concert et après le concert j'ai ma compétition. Est-ce que c'est beaucoup de questions qu'il faut se poser, c'est beaucoup de synergie et c'est surtout sortir en fait du sport et puis essayer d'ouvrir le spectre. C'est voir aujourd'hui aussi comment est-ce que dans la politique même de façon macro, on se dit qu'aujourd'hui, une entreprise, et je prends un exemple, qu'on ne m'en tienne pas rigueur pour ça, mais qu'une entreprise, si elle accompagne un club sportif, peu importe lequel, alors elle a peut-être une petite exonération en termes de TVA. Notre premier invité dans le podcast, le président Mohamed Koné, il avait parlé de voilà, et peut-être qu'à ce moment-là, ça va changer les mœurs.
on va beaucoup plus considérer toutes les questions d'hospitality. Parce que il faut dire aussi la vérité, c'est qu'il y a eu un moment dans la vie de la Côte d'Ivoire sur le foot où les stades se remplissaient. Oui. ASEC, Africa, c'était la débandade, tout le monde partait au stade. Donc, qu'est-ce qui faisait à ce moment-là que ça marchait? Est-ce que c'est parce qu'on était moins nombreux? Je sais pas. Peut-être que, Et que la nouvelle partait plus loin? ou peut-être que les talents étaient plus affirmés. Peut-être que les talents étaient plus affirmés parce que peut-être que finalement les médias mettaient plus de D'accent. lumière sur ces talents. Parce que peut-être que ces talents locaux-là étaient starifiés. Peut-être que ces talents locaux venaient de quartiers et que dans leur quartier, ils étaient adulés et que justement, le storytelling peut-être à ce moment-là était beaucoup plus fort qu'aujourd'hui. Même s'il n'y avait pas le nom, mais il était inconsciemment fait. Voilà. Donc, je pense que c'est tout ça qu'il faut regarder et savoir comment est-ce qu'on market le sport. Non pas comme un divertissement, mais qu'on market le sport comme une véritable industrie, qu'on market la musique, qu'on market la mode comme une véritable industrie. Et on voit les résultats. Pas plus tard que hier, les éléphants ont débarqué habillés en tenue. Pépite. En fait, on a vu le buzz que ça crée. Pépite. Et Donc, la CAN a ça de magique aussi, Voilà. c'est qu'elle permet cette mise en avant de la culture. Je trouve que justement sur la CAN, on n'a plus peur d'affirmer le côté un peu culturel. Je pense que les anglophones ont vraiment un peu emmené tout le monde à rentrer dans ce jeu-là, mais on voit que ça crée des images qui restent au final, parce qu'on fait des petites comparaisons, C'est ça ça. crée de l'animation et C'est ça, c'est ça. Et même aujourd'hui, au niveau des matchs amicaux, on voit aujourd'hui, on filme les éléphants arriver comme lors de matchs ouais. amicaux, comme on peut le voir dans des pays d'Occident. Donc, ça voudrait dire que pourquoi sur l'Africa, l'ASEC, le Stade, JCA et tous ces clubs-là, pourquoi on n'instaure pas ce type de politique qui, de façon locale, viendra aussi créer ce type de buzz et qui finalement emmènerait les personnes à aller vers les stades. Pourquoi aujourd'hui, je sais pas, moi, on ne fait pas des contenus entre, je sais pas moi, Didi B et puis une grosse star locale Ouais, c'était ça. qui ferait, je sais pas, une apparition, je sais pas, dans un clip de Didi B ou je sais pas comment en tout cas le faire, comment l'orchestrer, je sais pas le dire là. Mais il y a forcément des synergies qu'il faut créer, pareil dans le basket. Pourquoi on n'organiserait pas, et c'est comme ça peut-être que ça a commencé à la NBA, pourquoi on n'organiserait pas un concours de dunk en amont de match de stars qui jouent au basket? Il n'y a rien qui l'empêche, c'est du divertissement. Donc. Est-ce que tu serais prêt, toi, aujourd'hui, à approcher par une structure sportive, à apporter ton expertise? On ne demande que ça. On ne demande que ça, créer des synergies, réussir à justement passer à un autre niveau toutes nos industries sportives. On ne demande que ça. Est-ce que pour toi, l'avenir de ces industries-là passe par l'optimisation justement entre ces synergies? C'est même pas pour moi, c'est ce qui devrait. C'est somme toute logique qu'aujourd'hui, pour passer le sport à un autre niveau, pour avoir un remplissage de stades ou de cours de tennis, de parquets de basketball. En fait, il faut passer par justement ces synergies. Il faut que le sport ne soit plus simplement le sport. Il faut que ce soit plus que le sport. Il faut que ce soit de l'entertainment en son sens. Mais toi qui es sur le terrain, tu trouves qu'on en est loin, vraiment? Parce que de l'extérieur, et encore une fois, je me fous. On en est loin puisque c'est pas encore fait en local. Sur le local, on peine. Là, tu vois pas des choses où tu te dis, ok, peut-être, c'est des grandes compétitions. Mais localement, on en C'est est des très grandes loin. compétitions, de grands championnats qu'on voit des choses se faire. Sinon, tant que ça reste local, on le voit pas. Mais peut-être qu'après aussi, peut-être qu'il y a des priorités. Hein. Peut-être que la priorité aujourd'hui, sur le basket, c'est peut-être d'avoir des espaces qui sont un peu plus adaptés à cela. Je sais pas. Je spécule. Hein. Mais est-ce que les artistes sont intéressés? Est-ce que, bon, moi, je te demanderai pas Un par rapport artiste, une fois de plus, un artiste, son rôle, c'est pas d'être intéressé. C'est d'être approché. Si ce n'est pas ça, si ce n'est pas sa fibre ou si ce n'est pas dans sa direction du moment, ouais, je ne comprends pas pourquoi on veut que ce soit lui qui soit intéressé. Il faut qu'il soit approché. Il faut qu'il soit approché. Il faut qu'un artiste, c'est vraiment du business. Il faut qu'un artiste qui soit approché comprenne les tenants et les aboutissants et le qu'est-ce que ça va lui apporter que de rentrer dans cette synergie. Après, c'est plus facile pour un artiste qui joue au basket de venir lui parler de synergie avec le basket. C'est plus facile pour un artiste qui joue au foot de venir lui parler de synergie avec le foot, et etc., etc. Donc, si tu avais une baguette magique pour aller faire avancer les choses dans ce sens-là, tu l'utiliserais pour faire quoi exactement?
Dans une baguette magique, c'est un nombre de 3 mesures. Ouais, quoi, pour moi, 10 baguettes. Ok, d'accord. Admettons que tu en as 20. Non, mais en fait, je pense il faut changer la conception et la perception des gens sur ces deux industries-là. Sur l'industrie du sport, sur l'industrie culturelle et créative. Je pense que ça, c'est mon premier coup de baguette magique. Et de sorte à ce que les gens le considèrent comme un véritable métier. Ça permet justement que ce soit les décideurs ou pas, d'influencer quelque part les décisions qui se prennent dans la construction même de ces communautés-là autour du sport et autour des industries culturelles et créatives. La deuxième des choses que je ferais, je pense que c'est que je disons que je surcoterais, que ce soit les artistes ou que ce soit les sportifs, de sorte à ce qu'ils aient un niveau de vie ou un niveau de salaire qui est décent pour qu'eux-mêmes ils se sentent valorisés. À partir du moment où quelqu'un est valorisé ou qu'il est en confiance, il a plus de capacité à penser stratégie et il a également plus de confiance en lui quand il parle, quand il s'exprime et quand il fait des choses. Je pense que c'est la deuxième des choses que je changerais. La troisième des choses que je changerais, c'est de mettre à l'esprit de tout le monde que dans n'importe quelle activité, il faut la nourrir et créer en fait ce que j'appelle des indicateurs ou en tout cas de la data, un track record. Ce track record là permet de moins parler et justement de montrer. Et en montrant, ça permet tout de suite de pouvoir prendre des décisions à la personne qui est en face de nous. Je pense que c'est deux choses aussi dont manquent véritablement ces industries-là. Les données? Ouais, la data. Et je pense que c'est des choses qu'il faut Peut-être qu'on n'est pas aussi assez formé à ces métiers-là. Non, c'est pas une question de formation. Le simple fait de faire un survey de satisfaction client quand tu fais quelque chose, c'est de la data en fait que tu arrives à produire parce que tu vas finalement prendre nom, prénom, âge de la personne et puis savoir ce que la personne pense. Et sur la base de 10 personnes, tu as un échantillonnage qui te permet de dire, parce que c'est 10 personnes qui sont ta cible, de dire en fait comment tu dois améliorer les choses, qu'est-ce que tu dois faire, quelles sont les grandes orientations, et etc., etc. Donc je pense que s'il y avait quelque chose à changer, je changerais principalement ces trois choses, quoi. Parce que pour moi, en changeant ces trois choses, ça découle sur beaucoup d'autres choses. Je t'écoute depuis le début, j'essaie de me repasser un peu ce que tu dis, c'est très intéressant, mais la vérité, c'est que ça paraît tellement évident, sur le principe, que je me demande pourquoi c'est pas fait. C'est juste la perception de base qui est pas bonne. Non, c'est pas fait parce que la plupart des personnes aussi qui rentrent dans ces industries-là sont des autodidactes. Donc, ils n'ont pas forcément la pleine mesure aussi de comment faire les choses. C'est d'abord la survie. Je survis et quand je finis de survivre un minimum, je commence à regarder aussi qu'est-ce que je peux faire. Sauf que entre j'essaie et je survis, il y a souvent 5 ans. Donc les 5 ans, c'est 5 ans où tu aurais pu avoir un track record, mais que finalement tu n'as pas. Au moment où tu te décides de le faire, tu as peut-être déjà 10 ans dedans. 10 ans, mais il y a d'autres personnes qui prennent la relève qui ne t'attendent pas. Donc si ces personnes-là, en regardant ton chemin, ne se disent pas que, ah mais voilà en fait comment je dois améliorer un certain nombre de choses, ils rentrent juste dedans et puis en fait c'est bis repetita. Et au moment où on a besoin de changer véritablement les choses, ça se fait soit brutalement, ou ça se fait par la volonté d'une seule personne et sur un seul créneau. Et ça fait que les autres créneaux continuent de peiner. Pour revenir à toi 2 secondes, ton parcours à toi t'a aidé à structurer différemment ta pensée dès le départ? Ouais, forcément. Ou tu as eu la période de survie? Non, forcément. Parce que même dans ma période de suivi, je réfléchissais différemment. J'étais pas véritablement en train de me dire, ouais, il faut que je survive. Si tu veux, j'étais en train de me dire, il faut que je survive dans le temps. Pas que je survive là, il faut que je survive dans le temps. Il faut que quand je me projette sur 10 ans, 15 ans, 20 ans, il faut que je sois sûr qu'en fait, je puisse continuer de vivre de ce truc-là, quoi. Ça fait 15 ans que tu es là-dedans. Est-ce qu'il y a 15 ans, tu te voyais là? Honnêtement, oui, hein. Plus loin, moins non, loin, ouais, je pense ou que même exactement là? ouais, je pense que j'aurais dû être beaucoup plus loin. Je pense que j'aurais dû être beaucoup plus loin. C'est un grand mot, mais je pense que j'aurais dû être plus loin. Mais là où je suis, il faut avoir l'humilité aussi de dire que, franchement, c'est pas donné à tout le monde. C'est pas donné à tout le monde ne serait-ce que de travailler sur une compétition comme la CAN dans son pays, de voir en fait. Est-ce qu'à ce jour, c'est le plus grand accomplissement de ta carrière? Non, Tu je le pense places pas. dans ton top 3, 5, 10? Ouais, peut-être dans mon top
C'est dans mon top 5. Ok. Parce qu'en fait, je pense que ça a été l'aboutissement d'années de travail. Si tu veux bosser pour la compétition, pour la CAN, je le vois plus comme un signal de reconnaissance. En termes d'aboutissement, je préfère privilégier ce que j'ai eu à faire pour en arriver là. On voit aujourd'hui de plus en plus de concerts qui sont organisés dans les stades. Je suis pas dans la musique, donc j'irai pas jusqu'à dire que les artistes en font un objectif aujourd'hui. Je pense que tu es mieux placé pour en parler. Comment tu analyses, toi, cette tendance-là? Est-ce que les artistes, ils se disent, il faut que je le fasse, il faut que je le fasse, il faut que je le fasse? Et qu'est-ce que ça raconte de notre société de manière générale, du rapport justement de ces deux industries, de faire un concert dans un stade? C'est quoi le truc autour de tout ça? Enfin, un concert d'un stade, c'est fait C'est plus juste de, l'affluence? ouais, c'est fait plus de monde que les salles qui Classique. existent en ce moment au niveau de la Côte d'Ivoire. Mais quel est le but ou quel est l'impact réel sur sa carrière en faisant un concert d'un stade quand on sait qu'on a des problèmes qui sont un peu plus urgents pour moi de monétisation de contenu sur YouTube, d'équité en termes de répartition sur du droit d'auteur ou sur du droit voisin, quand on sait que finalement, on entend beaucoup ce phénomène sur 25 000 personnes qui viennent au stade, il y a 10 000 ou 15 000 qui sont entrés gratuitement en passant les affaires entrées ou qui sont soutenus par des politiques. Est-ce que c'est une manière de faire du business si ton business repose sur des valeurs aléatoires comme le politique? Donc le jour où il n'y a pas de politique, est-ce que tu refais le stade? Donc je sais pas, je connais pas les objectifs de chacune des personnes qui fait un stade. C'est bien parce que in fine ça crée une certaine émulation, mais dans le fond, est-ce qu'il y a un impact réel? Je ne saurais te dire. D'accord. On finit toujours cet échange avec des questions un peu plus légères, parce que tu as dit beaucoup de choses qui sont intéressantes et je pense qu'on a appris beaucoup. Tu vois, moi, j'avais pas forcément cette perception, par exemple, sur le concert dans le stade. Moi, je me disais, pour les artistes, c'est le truc. Et puis, si ça se trouve, pour eux, c'est le truc. Mais toi, tu vas plus loin dans cette réflexion. C'est des questions un peu plus légères. C'est quoi ton plus grand souvenir de sport vécu en live? Mon plus grand souvenir, ouais, je pense que mon plus grand souvenir de sport vécu en live, c'est ma première participation au tournoi Zébi à Yopougon. T'as joué aux ébiers? Non, j'ai pas joué, mais je suis allé t'as regarder. regardé. Ouais, Ok, je suis allé d'accord. regarder des amis qui jouaient. Pour moi, en fait, c'était, C'est si dingue qu'on le ouais, dit? c'était l'extase. Ouais, c'était l'extase. En fait, pour moi, en tout cas, à l'époque, ouais, mes yeux brillaient. Parce que j'ai vu du talent, j'ai vu du talent pur, j'ai vu de la foule qui criait. En fait, c'est fou. Je pense en termes de sport, là, quand je regarde comme ça, là, je pense que mon plus beau souvenir, c'est ça. C'est la première fois que je suis allé aux Zébi, je pense. Et à chaque fois que je pense à ce truc-là, je me dis, si on arrive à le faire là-bas, pourquoi on n'arrive pas à le faire, n'est-ce? Bref. C'est quoi la chanson qui résume le mieux ton parcours? C'est aventurier de De Magic Magic System. System? Ouais, je suis un aventurier. Je suis un aventurier. C'est pas les paroles ne me parlent pas au sens propre du terme, puisque moi, je suis pas allé en France pour faire mes études ou ailleurs. Moi, je suis resté en Côte d'Ivoire. Je suis un pur produit de la Côte d'Ivoire. J'ai tout fait en Côte d'Ivoire, mais je pense que dans le message qu'il véhicule, ouais, c'est aventurier. Pour une cérémonie d'ouverture d'un grand événement sportif, cette question est un peu facile, donc je veux que tu oublies tous les artistes que tu as déjà sélectionnés. Qui est-ce que tu aurais voulu amener si tu avais pu te faire un kiff? Franchement, si j'avais pu me faire un kiff, tous les artistes que j'aurais pu amener sont morts. Parce que j'ai une culture, j'ai une culture musicale qui est un peu plus Ancienne? Ouais, qui est un peu plus ancienne. Old C'est-à-dire que school. dans ma voiture, tu vas pas me voir écouter forcément des musiques de maintenant, tu vois. Donc si c'était moi qui devais me faire un kiff, ils sont tous morts. Si tu avais pu les ramener? Ah, ça c'est dur. Juste un. Ah, ça c'est dur. Au pif. Ah, ça c'est dur, c'est dur. Mais un top 3. Même un top 3, tu me demandes de faire une grande selecta. Une grande selecta dans mon... C'est dur. Parce que tu les aimes tous au même niveau? Ouais, tu vois, Marvin Gaye, c'est un kiff. Ouais. C'est un kiff. Ouais, donc là, c'est sûr vraiment du old school, old school. Ouais, Marvin Gaye, c'est un kiff ultime, tu vois. Mais en même temps que je te dis Marvin, tu vois, j'adore Papa Wemba, tu vois. Je pense que c'est un grand kiff aussi. Franchement, Vas-y, on tu va as garder, on va tu as un garder les deux. B.I.G., tu as un B.I.G., tu as un Tupac.
Ouais, c'est pas mal aussi. c'est costaud, tu vois, Ouais. c'est fort aussi. Ok, donc on va garder les 4. Tu vois. Est-ce qu'il y a une collaboration musique et sport qui t'a bluffé récemment? Moi, j'ai bien aimé la collaboration de Serge Ibaka Ok. et des artistes d'Adju, Nino. J'ai bien aimé ça. Je trouve que c'est une belle façon de faire des synergies. J'ai bien aimé la collaboration aussi entre. Tu m'as dit quoi entre musique? Musique et sport. Entre musique et sport. Non, il y a trop de belles collaborations de musique et sport. Est-ce qu'il y en a une qui t'a bluffé récemment, Non, pas bluffé. mais où que t'as kiffé? Non, parce que moi, j'ai fait aussi énormément de deals, de partenariats entre les marques. Toi-même? Ouais, D'accord. quand je bossais chez Universal. Donc, il n'y a pas une qui m'a particulièrement bluffé. Je trouve que c'est de belles collaborations. Je trouve qu'il y a beaucoup de belles collaborations. Est-ce qu'il y a un stade africain qui mérite d'être immortalisé dans un clip? Ouais, Félix Houphouët-Boigny. Ça n'a pas déjà été... Je sais pas, mais en tout cas, si tu me dis ça comme ça, c'est le stade. C'est mon stade qui pour moi est mythique. Tu préfères par rapport à Ebimpe? Tu penses qu'il raconte beaucoup plus de choses? Félix Houphouët-Boigny, le Félicia, ça raconte une Le histoire. Félicia. Félicia, ça raconte une histoire. Si tu devais créer un festival mêlant artistes et athlètes, tu lui donnerais quel nom? Je sais pas, Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait se faire? bien sûr. Je sais pas. Aujourd'hui, est-ce que tu as déjà la next step pour toi? Ouais, mais je vais garder ça pour Oui, moi. je te demanderai. Ouais, Non, j'ai ma je te next step. demanderai pas de la donner, mais Ouais, j'ai ma est-ce que next tu as step. déjà la next step? Ouais, Tu j'ai sais ma où next tu veux step. être dans 15 ans? Ouais, j'ai ma next step. C'est quoi le plus dur à produire? Une tournée continentale ou l'organisation d'une Coupe d'Afrique des Nations du point de vue culturel? C'est une Coupe d'Afrique des Nations. Pourquoi? C'est une Coupe d'Afrique des Nations, tu entends déjà de parler avec plusieurs de tes contemporains qui sont experts dans leur domaine. Respectif. Tu gères les rapports face au pays organisateur, donc ce que ton pays veut, mais tu gères aussi les rapports vis-à-vis de la CAF. Tu es en train de parler à des personnes qui ne comprennent pas forcément toi, tes sensibilités. Le but de la compétition, c'est d'abord de venir jouer au foot. Après, état d'esprit, on est venu jouer nos C'est ballons. d'abord pour venir jouer au foot, donc c'est beaucoup plus dur. Une tournée, c'est une tournée. Tu Ça prends un tourne. artiste, tu Il tournes. tourne. Ok. Dans une compétition comme la CAN, c'est monstrueux. Ok. Bah écoute, merci beaucoup Mambi, merci pour cet échange riche, lucide, inspirant. Je pense qu'on a appris beaucoup. On se fait souvent des idées sur ces industries-là, le sport, la musique. Je pense qu'on a appris pas mal de choses. On souhaite autant de bonheur ici qu'on souhaite au sport, à la musique. On souhaite aussi voir beaucoup plus de collaboration et de concrétisation de projets entre ces deux industries-là. Je pense que les personnes qui vont regarder cet épisode vont apprendre beaucoup, vont passer un bon moment. Et puis, bientôt dans le talk de Jolo Sport, on est de retour. On partira plus.